Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Psychanalyse et architecture. Pourquoi et comment articuler des champs apparemment aussi dissemblables? La découverte de l'inconscient par Freud a conduit à mettre en lumière la dimension consubstantielle à l'humain du psychique. En Europe, la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe, sous l'impulsion de la science, présidant à la disqualification radicale de la magie comme à la partition du rationnel, du religieux et de l'art. Freud puis ses successeurs fonderont un discours relatif à l'appareil psychique, le discours de la psychanalyse. Selon Jacques Lacan, il fait lien social, et en tant que tel prend fonction d'une articulation de structures qui se confirme être tout ce qui existe de lien entre les êtres parlants. Ainsi le discours de la psychanalyse s'inscrit nécessairement dans le concert des savoirs comme corpus de concepts, dont l'une des sources d'élaboration princeps est constituée des enseignements de la clinique et d'une praxis, la cure analytique. Ce n'est évidemment pas sur cette base qu'il est possible de construire une quelconque articulation avec l'architecture. Ce serait donc du côté du corpus des concepts et des notions attachés à la psychanalyse, en tant que discours de l'universitaire qu'il conviendrait de construire le lien? On pourrait alors s'orienter du courant de pensée initié sur la dualité psychanalyse et pratique sociale, saisir l'architecture comme l'une d'elles, et conduire la recherche sous l'égide d'une anthropologie psychanalytique. On choisira d'explorer une autre voie à partir de l'énonciation lacanienne suivante. Il y a des symptômes qu'on ne réduit pas, et nommément entre autres la psychanalyse. La psychanalyse est un symptôme social, et c'est ainsi qu'il convient de connoter son existence. Si la psychanalyse n'est pas un symptôme, je ne vois absolument pas ce qui fait qu'elle est apparue si tard. Elle est apparue si tard dans la mesure où il faut bien que quelque chose se conserve, sans doute parce que c'est en danger, d'un certain rapport à la substance de l'être humain. La psychanalyse est ici foncièrement le symptôme de la fonction du sujet. La substance de l'être humain dont il est question, Lacan la spécifie dans le même texte d'être la substance pensante. C'est-à-dire la res cogitant du Descartes de la deuxième méditation, le je-sujet. Celui dont Lacan à la suite de Freud mettra en évidence la division parfaitement proclamée par Rimbaud, je est un autre. La psychanalyse comme discours et symptôme social de la nécessité de la conservation d'un rapport au sujet, conduit à situer son articulation possible avec l'architecture au lieu du sujet pris comme un. En l'occurrence de deux sujets architectes du XXe siècle, Louis Kahn 1901-1974 et Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, 1887-1965. Sans tenter de mettre en majesté à la place de tout autre discours, celui de la psychanalyse, il s'agira de montrer l'à propos d'un éclairage des effets et des conséquences du réel comme impossible, du désir et de la jouissance sur une des scènes de la culture, l'architecture. Pour André Leroi-Gourhan, les sciences de l'homme constituent un assemblage d'hommes qui regardent l'homme à partir de petits observatoires différents, mais qui ont toujours sous les yeux le même spectacle. Et les vérités des uns ont quelque chose à voir avec les vérités fondamentales des autres. Nous posons ici l'hypothèse que la psychanalyse a sa place dans ce concert, avec comme condition dans le contexte de notre recherche le respect de trois axiomes. Axiome 1, on ne peut impliquer la psychanalyse hors du champ de la subjectivité. Le passage par les sujets 1 est une condition nécessaire. Axiome 2. Tout sujet est le produit d'une histoire élaborée continuellement dans le cadre d'une altérité de proximité, mais aussi d'une altérité étendue. Axiome 3. La loi figure des lieux et des temps où tout sujet est convoqué comme un dans un cadre élaboré socialement. Scolarisation, obligations militaires, alliances matrimoniales, habitudes alimentaires, normes juridiques. Le président Schreiber et l'institution judiciaire allemande. Ces axiomes ont pour but d'établir un espace de recherche où la psychanalyse peut être convoquée de manière pertinente. L'articulation entre psychanalyse et architecture postule l'activation des concepts de la psychanalyse pour rendre compte, de ce point de vue, d'un phénomène inscrit dans la culture. Ces concepts avaient été regroupés par Freud en son temps dans le corpus de la métapsychologie. De son côté, l'architecture sera à saisir dans la dialectique de deux définitions. Selon le dictionnaire de l'Académie, l'architecture s'entend comme un art de construire, de disposer et d'orner les édifices. 2. Disposition, ordonnance d'un édifice.
La première définition conduit à une problématique de la psychanalyse et de l'art de construire entendu comme un ensemble de techniques, de savoirs et leur mise en œuvre. C'est-à-dire une modalité de production d'objets. Elle ne peut se saisir directement de ces objets hors de leur relation avec les sujets de leur production, des architectes pris comme un. Du point de vue de la psychanalyse, l'architecte n'existe pas. Ce n'est qu'en passant par un architecte que l'on peut poser un lien entre psychanalyse et architecture. La recherche s'attachera à deux fois un architecte du XXe siècle, appréhendé comme sujet dans sa division, de l'art et dans la spécificité d'une praxis strictement articulée à une organisation psychique singulière. Le passage par le 2x1 vise à montrer qu'il y a autant de manières d'être architecte que d'architecte et que chaque singularité inscrit nécessairement ses traces propres, lisibles et assimilées en tant que telles dans la culture et le réel. Les praxis de Louis Kahn et Le Corbusier peuvent être mesurées à l'aune du symptôme, mais ne relèvent pas de l'approche pathologique au sens clinique. Il s'agira donc, sans écarter les leçons de la clinique, de spécifier par l'observation de ces praxis, leurs composantes sensibles du point de vue de la psychanalyse, dans le champ même de la quotidienneté. La deuxième définition vise les résultats des praxis, les édifices, les monuments construits. La logique de la recherche associant psychanalyse et architecture porte sur l'imbrication des deux définitions de l'architecture. Le point de vue de la psychanalyse est sollicité pour éclaircir les praxis singulières comme cause des œuvres, mais aussi pour permettre de les caractériser en tant que telles. Elles sont dans le monde, sous le regard le plus souvent indifférent de tout un chacun, exceptionnellement source d'émotions scopiques. Cet abord de l'architecture la range dans la catégorie des arts plastiques, de l'objet à voir, tableau, sculpture, installation. L'architecture comme résultat donne lieu à une sélection sociale. Seul un petit échantillon est aspiré dans le discours sur le beau, sur la pertinence esthétique par la critique et le marché de l'art. Brouhaha de savoir, de posture sociale, d'intérêts économiques et symboliques. Il en ressort des classements, des écoles, des jugements. Les architectures contemporaines sont prises dans cet étau. Elles alimentent de manière récurrente les revues spécialisées et avec les œuvres des grandes figures historiques, font l'objet de commentaires, de comparaisons, de spécifications, de valorisations. L'architecture d'un tel et ceci ou cela, relève de telle école, est influencée par. Exactement comme s'il s'agissait des tableaux de Picasso ou Goya. L'architecture comme résultat est souvent anonyme, et appréhendée à partir d'objets inscrits dans l'histoire sans racines subjectives identifiables. Elle se décline alors essentiellement en style, en période. Dans cette acception, la plus couramment partagée, le signifiant architecture recouvre une signification que la psychanalyse ne peut aborder directement. Nous postulerons donc que l'exégèse, avec la psychanalyse, des architectures de Louis Kahn et de Le Corbusier présentifiées dans des édifices construits et les dossiers d'études et maquettes des projets non aboutis, implique l'examen de leur praxis. C'est-à-dire de leur art de construire, l'architecture entendue comme mise en mouvement d'une dialectique nouée entre théorie et pratique. Cette dialectique court le long de leur trajectoire de vie sur un axe diachronique. Elle est scandée par des manifestations des inconscients traités dans la singularité de chaque organisation subjective, dans un cadre synchronique. L'architecture ainsi définie est ce qui agit Louis Kahn et Le Corbusier, ce qui les porte, les habite en permanence, c'est un territoire du désir, territoire du sujet, de sa praxis et de l'œuvre comme produit. Le sujet est à la racine du processus de production. Il s'élabore dans la période primordiale de la constitution subjective, puis dans sa mise en concordance avec les conditions d'exercice d'un art dans la culture. La praxis circonscrit les modalités créées et mises en œuvre par le sujet pour, dans avec sa singularité, inscrire dans le monde ses objets architecturaux. Les objets produits siègent dans leur matérialité sous le regard. Ils ont été causés par le sujet et sa praxis et inscrits dans le réel en tant que cause du sujet. L'histoire de l'art, l'enseignement de l'architecture, l'esthétique, la critique stylistique abordent en première instance l'architecture dans sa deuxième définition, disposition, ordonnance d'un édifice. Leurs discours fusionnent les concepteurs et leurs œuvres, puis les positionnent dans le champ de leur savoir propre. La littérature érudite décrivant la façon dont un architecte de grande notoriété a travaillé ou travaille, les écoles et les styles auxquels il se rattache, les édifices et les pairs qui ont influencé son œuvre, ses écrits et ses dires.
Ils dissolvent toute spécificité subjective dans les savoirs académiques. Ce sont les sources classiques d'explication des architectures singulières, elles excluent le sujet en tant que tel. A contrario, la psychanalyse postule l'exploration de cette instance, le sujet lui-même. Point de vue non contradictoire avec les autres approches, il modifie cependant radicalement le dispositif explicatif et permet de lire l'architecture à l'envers de la lecture classique. Celle-ci part de l'œuvre tangible, puis s'intéresse à l'architecte en tant que produit de l'espace académique et culturel, et puis comme producteur d'un discours dans le symbolique et dans le réel des formes architecturales. Avec la psychanalyse, il s'agira d'introduire la dimension du sujet divisé et de la mettre en position de cause primordiale. L'œuvre construite, dans sa matérialité, en est un effet. Elle s'éclaire de l'architecture en tant que art de construire, de disposer et d'orner les édifices, conséquence du sujet 1, expression de son mode d'effet avec ses symptômes. On cherchera donc à spécifier le sujet et ses racines subjectives, fondatrices d'une architecture, avec les ressources de la métapsychologie. À l'instituer comme clé du décryptage de ses productions dans le monde, les édifices et les projets, et à dévoiler selon quelles modalités ils en sont des effets. Le lieu de l'architecture du sujet est sa praxis qui en tant que telle supporte les modalités d'élaboration jusqu'à l'instance des objets, l'architecture tangible. L'abord objectif des œuvres de Louis Kahn et Le Corbusier dans leur radicale dissemblance, s'étayera de l'éclairage du subjectif. Cet éclairage ne s'inscrit pas dans la logique de la pratique habituelle de l'analyse, de la cure. Il convient donc de préciser sur ce point le cadre de la recherche. De la praxis professionnelle comme lieu du sujet. L'un dans la culture. Toute profession est une position où chacun est représenté et représentant tant dans son identification que dans son rapport à l'autre. Celle-ci est d'autant plus prégnante qu'elle est consistante dans le champ social. Avec le nom, le sexe, l'âge, la nationalité, la profession est un identifiant structurel du sujet pour les gardiens de l'ordre comme pour les médias, pour les membres de sa famille, ses amis et voisins comme pour lui-même. Il s'agit d'un signifiant le représentant massivement pour d'autres signifiants. Il est partiellement un effet de ce signifiant. Pour compris comme à la place de Mister Dupont, médecin, ingénieur ou boucher devient le docteur, l'ingénieur, le boucher pour les petits autres. Pour est alors entendu comme à leur lieu. Mais en même temps cette représentation est aussi consubstantielle au sujet. Il est pour lui-même médecin, ingénieur ou boucher. Cette accroche identitaire l'articule à des pairs, ceci plus ou moins strictement en fonction du degré de corporatisme de la profession et de l'intensité de son assujettissement à ses signifiants. Dans une gradation qui va des professions à ordre, à validation étatique, en passant par les qualifications fondées sur les savoir-faire, l'expertise, le métier au sens de l'artisan, jusqu'aux manœuvres journaliers sans qualification et l'épouse sans profession, l'activité professionnelle est un marqueur subjectif et social. Les pratiques professionnelles sont prises dans les discours au lieu de l'autre, l'architecture et ses effets sociaux tout particulièrement. Il s'agit d'un point nodal dont les coordonnées peuvent s'apprécier au regard d'une grille suggérée par Michel Foucault selon les axes du singulier et du social. Ce ne serait donc pas au niveau des rapports entre individus et société, comme on l'a cru souvent, que la psychanalyse et l'ethnologie pourraient s'articuler l'une sur l'autre. Ce n'est pas parce que l'individu fait partie de son groupe, ce n'est pas parce qu'une culture se reflète et s'exprime de manière plus ou moins déviante dans l'individu que ces deux formes de savoir sont voisines. Elles n'ont à vrai dire qu'un point commun, mais il est essentiel et inévitable. C'est celui où elles se coupent à angle droit. Car la chaîne signifiante par quoi se constitue l'expérience unique de l'individu est perpendiculaire au système formel à partir duquel se constituent les significations d'une culture. À chaque instant, la structure propre de l'expérience individuelle trouve dans les systèmes de la société un certain nombre de choix possibles, et de possibilités exclues. Inversement, les structures sociales trouvent en chacun de leurs points de choix un certain nombre d'individus possibles, et d'autres qui ne le sont pas. De même que dans le langage, la structure linéaire rend toujours possible à un moment donné le choix entre plusieurs mots ou plusieurs phonèmes, mais exclut les autres. Pour Foucault, les savoirs de la psychanalyse et ceux de l'ethnologie, assimilables en l'occurrence à l'anthropologie ou à la sociologie, ne s'actualisent pas dans le sujet comme lieu d'une introjection de la culture. Ils fusionnent ponctuellement,
c'est-à-dire en des points d'intersection et d'appariement de deux axes singuliers. La chaîne signifiante par quoi se constitue l'expérience unique de l'individu, soit l'axe princeps de la formation du sujet, et le système formel à partir duquel se constituent les significations d'une culture, soit l'ensemble des attentes-demandes des formations protéiformes du social en direction des individus indifférenciés, auxquels certains en tant que sujets peuvent répondre, et d'autres non. Cette manière de poser le rapport individu-culture n'est pas éloignée de celle du Lacan de 1966. À la parution de ses écrits, il reprend son texte de 1953 Fonction et champ de la parole et du langage en y ajoutant quelques paragraphes notamment dans la partie traitant de la proximité de son approche de la question du langage avec celle de Claude Lévi-Strauss. À partir de l'analyse de mythes identifiés dans différentes sociétés, inscrites dans l'ère culturelle totémique, Lévi-Strauss élabore son anthropologie structurale en référence à la linguistique saussurienne. Ces mythes relèvent d'une MJTHO logique, dont les éléments de base sont des maïthèmes, comme ceux d'une langue sont des phonèmes et des morphèmes. Les locuteurs du mythe n'en maîtrisent que ses effets de sens, mais pas sa structure syntaxique dont ils n'ont pas conscience. Celle-ci, comme dans un langage, préside aux oppositions et combinaisons des maïthèmes sur le mode synchronique, comme système. Ainsi le mythe garde ses capacités d'opérateur social, même si les modalités d'énonciation varient. L'énonciation du mythe est un discours, une parole, dont le fondement structurel est un inconscient. Lacan adhère à cette approche pour formuler l'inconscient structuré comme un langage, c'est-à-dire fondé sur l'ordre des signifiants laissant au sens les signifiés. L'influence de l'anthropologie structurale sur la théorie lacanienne de l'ordre signifiant ouvre un large champ à la pratique clinique, mais elle porte par ailleurs un potentiel d'investigation de l'interface sujet-culture. Lacan pointe clairement cette dimension dans son texte de 1953, repris en 1966. Il écrit « N'est-il pas sensible qu'un Lévi-Strauss en suggérant l'implication des structures du langage et de cette part des lois sociales, les mythes, qui règlent l'alliance et la parenté conquièrent déjà le terrain même où Freud assoit l'inconscient. La structure inconsciente du mythe commande, soutient, la pratique et le discours relatif à l'alliance et à la parenté. » Lacan déplace cette mécanique appelée par lui fonction symbolique vers la psychanalyse en gardant ouverte une porte sur le thème sujet-culture, même si lui-même, contrairement à Freud, ne développera pas beaucoup cette orientation. La fonction symbolique se présente comme un double mouvement dans le sujet. L'homme fait un objet de son action, mais pour rendre à celle-ci en temps voulu sa place fondatrice. Dans cet équivoque, opérant à tout instant, gît tout le progrès d'une fonction où alterne action et connaissance. Pour illustrer sa pensée, Lacan prend deux exemples dont l'un, de l'ordre des pratiques sociales, est qualifié par lui d'exemple historique. L'instance de la connaissance s'articule ici au sujet se comptant lui-même au rang des prolétaires. Celle de l'action dans le social y est liée structurellement. L'assujettissement à une structure sociale formulée presque en termes marxistes, prolétaire possesseur de sa seule force de travail versus propriétaire des moyens de production, commande l'action, en tant que connaissance consciente et ou inconsciente. L'articulation du structurel et du contingent se fait dans la mise en regard d'une prolifération d'énonciations, et d'un cadre formel. Pour Lévi-Strauss dans l'anthropologie structurale, les structures ne sont pas seulement les mêmes pour tous, et pour toutes les matières auxquelles s'applique la fonction, mais elles sont peu nombreuses et nous comprenons pourquoi le monde du symbolisme est infiniment divers par son contenu mais toujours limité par ses lois. Il y a beaucoup de langues, mais très peu de lois phonologiques qui valent pour toutes ces langues. Il ajoute ensuite, un recueil des contes et des mythes connus occuperait une masse imposante de volumes.
Mais on peut les réduire à un petit nombre de types simples, mettant en œuvre derrière la diversité des personnages, quelques fonctions élémentaires. Et les complexes, ces mythes individuels se ramènent aussi à quelques types simples, moules où vient se prendre la fluide multiplicité des cas. On se souviendra pour mémoire de l'apport de Roman Jakobson sur ce sujet. Introduisant le concept de procès métaphorique, il assouplit le caractère possiblement rigide du rapport structure-mythe ou parole-langage. Inscrite dans le discours structuraliste des sciences de l'homme des années 1950 à 1960, la perspective lacanienne ne ferme pas le champ de la prospective de l'articulation du singulier à la culture, elle est en résonance avec celle de Michel Foucault et Claude Lévi-Strauss sur ce point. Sur ces fondements, on peut établir, théoriquement, une place spécifique de la profession comme lieu stratégique du sujet. Elle structure sa trajectoire sociale, alimente et sollicite la subjectivité de chacun avec des intensités et des modalités différentes au cas par cas, tout en supportant dans la pratique les points cruciaux de mobilisation du sujet. L'architecture comme art de bâtir, comme praxis s'inscrit dans cette même logique du sujet, des mythes et des contraintes propres à la discipline, un discours du maître. Louis Kahn comme Le Corbusier doivent, à partir de leur singularité primordiale, dans le périple de leur inscription sous le signifiant architecte et de la consistance qu'ils y attribuent, faire avec les exigences logées dans le grand autre social et le discours de l'architecture, et y adapter leur singularité. C'est précisément sur l'élaboration continue de cette dialectique fusionnelle, inscrite pour eux dans l'architecture, que portera l'éclairage de la psychanalyse. Profession et jeu des signifiants. L'étude du calendru par Francesca Biagichet donne une excellente illustration de cette dialectique d'un sujet 1 et des sceaux d'une époque, axiome 2. Ingénieur est le métier qui accompagnera bien d'autres noms d'emprunt de Landru, mais le maximum d'une identité idéale semble donc être concentré dans cette présentation, Lucien Guillet ingénieur. Pourtant le signifiant ingénieur, tant valorisé, a d'emblée montré qu'il n'avait pas de contenu. Il s'est révélé n'être qu'une enveloppe vide, un signifiant remarquable, certes, que Landru a emprunté à un idéal collectif, mais auquel il n'a pas pu donner d'étoffe. Son intérêt pour la mécanique n'est-il pas venu de la résonance avec son siècle ? Il aurait pu être le fils de son siècle et inventeur pour les siècles à venir, mais pour lui, la suppléance a échoué. On a ici très clairement exposé, à propos de Landru, l'illustration des potentialités du destin d'un méta-signifiant du XXe siècle. Pour ce sujet, le signifiant est là, mais sans effet et sans contenu consistant. Toutefois, son statut de signifiant maître dans la culture aurait pu en faire une forme de suppléance. Landru est un produit du siècle, tout comme Louis Kahn et C.E. Jeanneret sont des architectes de ce siècle. Il y a une façon d'être architecte propre à l'un et à l'autre, et il y a aussi les exigences du siècle dans l'exercice de cet art qui s'imposent à l'un et à l'autre. La cure analytique met en place un lien direct à la parole du sujet, et donc la qualification de ces signifiants par rapport à leur plus ou moins grande articulation avec les maîtres mots de l'époque n'a pas d'intérêt immédiat. L'analyste se concentre plutôt sur leurs articulations à l'expérience primordiale, à l'accès au langage, à l'Oedipe, au fantasme, à la castration. Aux repères inscrits dans la grille métapsychologique, selon la terminologie freudienne. Mais dès lors qu'il s'agit d'observer dans le monde, à l'aide d'un dispositif vectorisé avec la psychanalyse, un personnage dans sa subjectivité, des métas signifiants peuvent prendre une valeur heuristique comme porte d'entrée vers les signifiants du sujet. Comme le souligne M. Foucault, toute pratique professionnelle est un lieu sensible d'articulation de subjectivité singulière et de régularité sociale, saisi comme débordant tout en l'incluant le discours du maître, l'expression de la loi. Les brusques ruptures d'orientation chez certains jeunes adultes mis par leur famille sur des orbites professionnelles étrangères à leur personnalité, comme de nombreux cas de mal-être au travail, l'illustrent. Les adaptations se font soit par l'abandon d'une position pour une autre plus satisfaisante, soit par le refoulement et les tensions latentes y afférents, soit par le déclenchement d'actes paroxystiques ou de décompensation psychique conduisant parfois au suicide. Pour les activités fondées sur une part substantielle de création, on observe une modalité particulière de structuration subjective éclairée par exemple par la notion de style, chez H. Castagnet dans son livre Entre mots et images. Pour lui, le style d'un écrivain, d'un poète, est inséparable d'un point spécifié de réel,
soit ce qui échappe à toute prise du mot, de l'image, de la représentation ou du concept. Précisément, la fonction et l'usage du mot, de l'image, de la représentation, du concept est non point de réduire ce réel, mais de l'épurer, de le mettre aux commandes de l'acte de théorie, d'écriture, de poésie. Ce réel est cause. Au titre du style, le poète peut rencontrer le peintre, le philosophe ou le cinéaste. Ce n'est pas une politique de l'œcuménisme, du il faut un peu de tout pour faire un monde. C'est une politique qui veut tirer les conséquences de ces praxis où dire, écrire, donner à voir font surgir un réel qui, l'œuvre y fait réponse, produit tel écrivain, tel poète, tel peintre, tel théoricien. Cette citation fait écho au développement de Lacan sur le symptôme, en référence à l'œuvre de Joyce saisie comme modalité de réponse à la forclusion du nom du Père au moyen de l'élaboration d'un ego par l'écriture. H. Castagnet déploie le prisme des pratiques de création, et les perspectives offertes dans ce champ tant à la clinique qu'à l'éclairage d'un sujet. À propos de son objet, Lacan écrivait en 1966 « C'est l'objet qui répond à la question sur le style que nous posons d'entrée de jeu. » À cette place qui marquait l'homme pour Buffon, nous appelons la chute de cet objet, révélante de ce qu'elle l'isole, à la fois comme la cause du désir où le sujet s'éclipse et comme soutenant le sujet entre vérité et savoir. Comme impossible, l'objet a dans ses métamorphoses touche au réel tout en ouvrant sur la jouissance. À plus de 40 ans de distance, la boucle est bouclée. Certes, H. Castagnet met en avant l'instance du réel, encore en mineur chez le Lacan de 1966, cependant son point spécifique de réel vient en écho à l'objet lacanien comme cause et soutien du sujet dans sa division, entre vérité et savoir. Pour l'un comme pour l'autre, le style d'un sujet en tant que producteur d'une œuvre le produit et le soutient. Ce point de vue va chercher la cause de son style dans l'expérience primordiale du sujet, et non dans quelques identifications, rencontres contingentes ou apprentissages nécessaires à la mise sur le marché des productions, insuffisants à l'émergence d'un style. H. Castagnet propose une démonstration par Genet qui écrit pour ne pas devenir fou, pour que son mystère ne se réduise pas à un tour de passe-passe, à une opération magique, et dont l'écriture s'origine à partir de cette mort d'avant la vie. H. Castagnet comme J. Lacan tout en focalisant leurs réflexions sur de grandes figures de la littérature et de la peinture, ouvre des pistes pour la mise en perspective des processus de la création avec le point de vue de la psychanalyse. Ces mécanismes valent pour tout sujet si l'on veut bien considérer comme spécifique à l'homme la capacité de produire des artefacts de toute nature. Chaque sujet est producteur de ses œuvres dans un domaine ou un autre, indépendamment de leur reconnaissance par le marché ou le mépris dans lequel elles sont tenues. Les activités professionnelles sont, dans nos sociétés occidentales contemporaines, un lieu de production de ces œuvres, un lieu où les enjeux subjectifs sont particulièrement délicats tout en étant le plus souvent ignorés. Architectes du XXe siècle, Louis Kahn et Charles-Édouard Jeanneret ont chacun un style indissociable et constitutif de leur insubjectif, et en même temps style et sujet s'originent et s'actualisent dans le lien à l'autre, aux autres. Il y a là congruence pratique du singulier et du social. Ce nœud frappé du sceau de la complexité peut être abordé depuis la culture ou depuis le sujet. Dans le contexte de l'architecture, la psychanalyse distingue une piste à suivre chez Louis Kahn et Le Corbusier en tant que sujet divisé entre savoir et vérité. Cette division sous-tend et leur praxis est la forme des objets produits dans le réel, des bâtiments. Leur praxis s'élabore et s'exerce dans le monde avec l'apprentissage et une appropriation singulière des moyens et des conditions de l'exercice de l'architecture dans la période historique où il se situe. Elle s'exerce aussi avec et dans le réseau dense des relations au grand et petit autres du champ de la production de l'espace. L'implication de la psychanalyse pour spécifier les architectures de Louis Kahn et Le Corbusier, mettre en évidence leurs traits distinctifs et leurs sources, pose la question de sa pertinence dans cette occurrence. Dès lors que la psychanalyse est sollicitée hors contexte de la cure et du transfert, une question épistémologique apparaît. Elle doit être abordée en préalable de l'exposé des modalités de l'éclairage de Louis Kahn et Le Corbusier en tant qu'architecte. Bordures épistémologiques. Les leçons des poètes et romanciers. L'abord de Louis Kahn et de Le Corbusier avec la psychanalyse implique sa mise en résonance avec l'architecture comme praxis et avec ses personnalités comme sujet de l'inconscient.
Il s'agit d'un jeu à 3 bandes où les interfaces entre psychanalyse, praxis et sujet se nouent de manière complexe. Il est donc opportun d'interroger brièvement l'histoire de la psychanalyse pour évoquer l'expérience de Freud cherchant lui-même à associer sa découverte à des personnages historiques ou contemporains, voire de romans, et de considérer certaines réflexions de Lacan sur cette question. Prudent sur les conditions de l'extension de la psychanalyse vers d'autres pratiques que la cure, Freud n'en termine pas moins sa vie en rédigeant 2 ouvrages inscrits dans l'axe de la psychanalyse appliquée. L'homme Moïse et la religion monothéiste et le président T.W. Wilson, portrait psychologique. Il s'agit de personnages touchant l'auteur de très près, d'une part dans sa judaïté à une période historique abominable et d'autre part dans son identité nationale, Wilson ayant été le fossoyeur de l'Empire austro-hongrois au moment du traité de Versailles. La personne du président américain, telle qu'elle s'est élevée à l'horizon de l'Europe, m'a été dès le début antipathique, et cette aversion a augmenté avec les années à mesure que j'en savais plus sur lui et que nous souffrions plus profondément des conséquences de son intrusion dans notre destinée, écrivait-il. Et regrettant la forme de la 2e partie de son texte relatif à Moïse, pourquoi ne l'ai-je pas évité cette forme ? Il ne m'est pas difficile de trouver la réponse à cette question, mais bien de la donner. Je n'ai pas été en mesure d'effacer les traces de la genèse de ce travail, qui fut dans tous les cas inhabituel. Freud pointe implicitement une difficulté subjective dans la conduite de ses travaux. Il illustre cependant avec ces 2 textes la possibilité de saisir en référence à son œuvre un sujet en tant que sa cause, tout en désignant les risques liés à cette entreprise. Les productions artistiques, notamment littéraires, sont des lieux d'observation avec la psychanalyse instituée comme promoteur de savoir. Pour Freud, poètes et romanciers nous sont de précieux alliés et leurs témoignages doivent être estimés très haut, car ils connaissent entre ciel et terre bien des choses que notre sagesse scolaire ne saurait encore rêver. Ils sont dans la connaissance de la psyché nos maîtres à nous, hommes vulgaires, parce qu'ils s'abreuvent à des sources que nous n'avons pas encore rendues accessibles à la science. 2 phrases un peu énigmatiques. Dans leur apparente clarté, elles mettent en tension sagesse scolaire et rêve d'un côté, source d'inspiration et science d'un autre. Ne sauraient encore rêver, et pas encore rendus accessibles à la science, distingue une sorte d'avance des poètes et romanciers et en même temps un trou à combler par la science. Lacan, dans son hommage fait à Marguerite Duras, rédigé en 1965, radicalise la réflexion de Freud et lui donne une fonction pratique. Il considère que le psychanalyste par rapport à l'auteur n'a pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix, mais doit plutôt déplacer son attention sur les vertus heuristiques portées par les personnages dans la structure même du récit. C'est précisément ce que je reconnais dans Le ravissement de Lolwestein, où Marguerite Duras s'avère savoir sans moi ce que j'enseigne. Le personnage de Lol inscrit dans la conjoncture du récit ouvre pour Lacan des perspectives de déclinaison avec la psychanalyse, du ravissement, de l'être à 3, du regard comme objet. Dans ce cas précis, Lacan inscrit l'écriture de M. Duras et la psychanalyse dans le même champ, que la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient, et tout ce dont je témoigne en lui rendant hommage. L'auteur donne une existence de discours à sa créature, loi saisie par le ravissement dans le mouvement même de la sublimation littéraire. Louis Kahn et Le Corbusier donnent quant à eux cette même existence de discours à leurs architectures dans le mouvement des praxis. La formule de Lacan, illustrée par ce qu'apporte Marguerite Duras avec son personnage, est transposable dans d'autres contextes de sublimation. Le point de vue de Lacan sur le ravissement de Lolfenstein est un peu différent de son commentaire de l'ouvrage de Jean Delay relatif à Gide en 1958. Dans ce texte, il distingue la psychanalyse comme traitement de la mise en œuvre de la méthode psychanalytique, définie comme celle qui procède au déchiffrage des signifiants sans égard pour aucune forme d'existence présupposée du signifié, et rencontre dans l'ordonnance de son propre exposé la structure même du sujet que la psychanalyse dessine. Sans négliger les évolutions ultérieures de la pensée de Lacan, c'est à partir de cette exigence générique du déchiffrage des signifiants à l'œuvre chez Louis Kahn et Le Corbusier qu'il conviendra d'ouvrir la chronique de leur trajectoire en tant que sujet issu d'un temps primordial et sujet de l'architecture. Contre le dogmatisme qu'il condamne, Lacan tient à expliciter son intérêt pour le travail de Delay. Sans doute les psychanalystes y trouveront-ils une fois de plus occasion à s'autoriser de l'importance de leur doctrine.
Il ferait mieux de s'inquiéter à constater qu'aucun ouvrage paru au titre de la psychanalyse appliquée ne peut être comparé à celui-ci pour la pureté de la méthode et pour l'assiette de ses résultats. Avec Joyce dont il suit le travail depuis l'âge de 20 ans, Lacan propose une autre approche dans son séminaire 23 de 1975-1976. À partir du roman, largement autobiographique, Portrait de l'artiste en jeune homme, il alimente sa réflexion sur la suppléance dans la psychose à partir de dits et de scènes du livre pour approcher Joyce en tant que sujet dans son rapport négatif à l'inconscient. Tout au long de son séminaire, Lacan invoque des auteurs, des créateurs ou des œuvres. Même si ici et là il prend dans la forme des positions définitives, il reste toujours radicalement un chercheur capable de revisiter ses convictions, étranger aux certitudes. C'est pourquoi autour de la triade, créateur, œuvre et psychanalyse comme pour les autres points de doctrine, il ne convient pas d'enfermer Lacan dans une cuirasse diachronique, mais au contraire d'essayer de pousser toujours un peu chaque pièce sur l'échiquier. Le maniement de la psychanalyse hors cure proposé ici se caractérise par son procédé de recueil et de traitement de l'information. La parole libre et l'attention flottante sont hors jeu, reste la mise en évidence et l'observation de données liées directement ou indirectement au sujet, paroles, écrits, tableaux, symptômes et autres productions, mais aussi témoignages et commentaires en tant que matériaux éclairés dans le cadre conceptuel de la psychanalyse. On passe d'une logique de l'interprétation à une logique de la contextualisation, de la collecte d'indices pour conduire une enquête. Si l'on vise à élaborer des descriptions et des commentaires de trajectoires singulières avec la psychanalyse, c'est en partant de ces concepts que pourront être restitués certains traits subjectifs des personnages. Et le procédé classique de repérage du sujet est alors inversé. L'investigation avec la psychanalyse recherchera nécessairement la singularité d'une expérience primordiale issue d'une formation groupale où l'Oedipe se noue, associée à des contingences propres, fratrie, complexes familiaux, relations des parents, rencontres sociales. Point nodal depuis lequel le sujet s'élabore sur le socle d'expériences fondatrices et s'actualise dans une certaine mesure à l'occasion d'autres expériences, travail, traumatisme grave, deuil, échec, succès, analyse. Il habite une expérience de vie où la psychanalyse classiquement le retrouve dans sa parole, sinon dans sa vérité, et relève les indices et les signes de l'instance subjective avec un matériau, la parole, situé en amont du corpus conceptuel. Dans l'étude d'une trajectoire de vie, c'est le corpus qui est structurellement en amont du processus de restitution du sujet. Il s'agit, certes, d'une distinction théorique. Dans la pratique, le binaire information-traitement de l'information se fait plus ou moins en continu. Toutefois, ce point d'origine différent spécifie selon nous une méthode, indique un aiguillage dans les modes de faire avec la psychanalyse. Explorer avec la psychanalyse les trajectoires de vie de Louis Kahn et Charles-Édouard Jeanneret, ce n'est ni esquisser un quelconque acte analytique, ni refaire des biographies existantes. C'est rechercher, à partir des matériaux de tous ordres disponibles, les points sensibles à un observatoire psychanalytique dirigé sur la vie quotidienne. L'appareillage et les modalités d'une telle démarche restent incertains dans la doctrine. On évoquera 3 ouvrages remarquables sur cette question. Une nouvelle forme du portrait. Avec son dernier livre dans lequel il brosse le portrait du président T.W. Wilson, Freud nous lègue l'esquisse d'une orientation quant à l'usage d'une méthode psychanalytique pour l'étude d'un personnage et l'explicitation de ses effets sociaux, à l'échelle de l'histoire contemporaine de son temps. On ne peut que suivre G. Miller dans son évaluation de la portée de ce texte pour le monde de la psychanalyse. En fait, ce qui apparut en jeu dans le Wilson, ce ne fut rien d'autre que cette question troublante de la psychanalyse en extension, et dans son appréciation qu'il constitue à part entière un formidable objet freudien. Écrit à 4 mains, dans le contexte dramatique des 10 dernières années de la vie de Freud, l'ouvrage porte sur un personnage antipathique à ses auteurs. Édité près de 30 ans après la mort de Freud suite à un parcours rocambolesque, toutes les raisons étaient réunies pour le frapper d'ostracisme et le discréditer au nom de la pureté doctrinale. Sa lecture ne justifie pas une telle ire. Indépendamment de la vie de Wilson racontée de belle manière, les 2 premiers chapitres méritent attention sur le plan théorique. Les auteurs, Freud et W.C. Bullitt, avertissent : nous ne pouvons qualifier cet ouvrage de psychanalyse de Wilson,
c'est une étude psychologique fondée sur les données qui nous sont accessibles, rien de plus. Toutefois, nous en savons assez pour justifier l'espoir de suivre le cours principal de son développement psychique. Au fait que nous connaissons sur lui en tant qu'individu, nous ajouterons ce que la psychanalyse a découvert comme étant vrai de tous les êtres humains. Si tout en posant qu'il ne s'agit pas d'une psychanalyse, on affirme en même temps la possibilité de suivre le cours principal du développement psychique d'un sujet uniquement si l'on dispose d'assez de documents et de témoignages le concernant et de la connaissance des découvertes de la psychanalyse, il y a de quoi créer un malaise dans la psychanalyse. Au-delà du mépris dont il a fait l'objet, ce livre est stimulant et approprié. On peut concevoir son exclusion des œuvres complètes de Freud compte tenu du contexte de son élaboration, cependant il mérite d'être pris comme un véritable objet freudien, comme un début et non une fin. Dans la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe, les essais à propos du profil psychologique de personnages du monde des spectacles de la politique et de tout autre domaine se sont multipliés de manière exponentielle. La majorité d'entre eux laissent perplexes quand quelques autres frappent par leur valeur heuristique. Les ouvrages de Nathalie Charot, L'infini et l'inconscient, et de Francesca Biagichet, Le Calandru, en témoignent. Ce sont des modèles contemporains entre psychanalyse, littérature et histoire, de grande qualité didactique. Avec le premier, le lecteur pénètre dans un monde a priori réservé aux spécialistes, celui de la théorie mathématique. Par la porte des mathématiques, il est pratiquement impossible au commun des mortels de saisir quelque chose du concept de transfini ou de la puissance du continu. Résidués au regard des coordonnées subjectives de leur inventeur, il s'éclaire en même temps que s'éclaire le sujet Cantor, 1845 à 1918, et son destin. Sa destitution subjective, corrélat de la valeur objective et logique de sa découverte, se dédouble d'une désapprobation sociale, écrit Nathalie Charot dans son introduction. Ce faisant, l'auteur explicite les trois sources de la dialectique de son propos. Les avatars du sujet 1, la cohérence et la puissance logique de sa production mathématique, son impact social et ses conséquences dans la relation avec ses pairs et l'autorité religieuse. Le livre joue sur l'interrelation de ces trois instances pour aboutir sur une description argumentée de la psychose déclenchée de Cantor. Description fermant la boucle initiée par le récit de l'élaboration des signifiants maîtres du sujet, principalement dans la relation au père de l'enfance et de la jeunesse. La lecture du livre apporte une connaissance, forcément partielle, mais très fine du sujet, une sensibilisation au concept de la théorie mathématique et une révélation sur l'état et les mœurs des milieux académiques allemands et européens à la fin XIXe et au début du XXe siècle. Le Calandru, 1869 à 1922, se joue sur une autre scène de la même période historique, celle de la modernité mécanique et de la quotidienneté de la vie d'un homme de condition moyenne. Sur ce fond social et ses signifiants propres, le sujet 1, Landru, poursuit une trajectoire meurtrière qui frappe de stupeur ses contemporains et plonge ses juges dans la perplexité. Francesca Biagichet, avec les concepts de la psychanalyse du XXIe siècle, met en perspective les interprétations de l'époque et la problématique de la criminologie contemporaine. Ici aussi trois instances sont mises dans une relation dialectique. L'époque, le sujet et les milieux de la criminologie et de l'expertise psychiatrique. Le personnage Landru suivi pas à pas sème les indices de son aliénation, relevés un à un par l'auteur jusqu'à la description finale de sa psychose. À partir de la catégorie du réel construit par Lacan et constamment revisité par la psychanalyse d'orientation lacanienne, se dénouent des énigmes de la vie de Landru. Nous soutenons que la folie peut aller jusqu'à se mouler sur la plus grande conformité, jusqu'à prendre le masque du banal et du quotidien. Elle peut prendre cette forme non romancée ainsi bien réelle de ce qui relève désormais du mythe. Dr Jekyll et Mr Hyde, nous dit l'auteur pour qui le réel c'est ce qui rompt le fil de l'histoire des sujets et la linéarité de leur discours. Cette phrase illustre l'instabilité foncière de Landru tour à tour commis d'architecte, inventeur, ingénieur, marchand de meubles. Rupture en série, reflet de l'impossibilité d'un arrimage à quelque signifiant du grand autre, avec en regard la fixation morbide, exclusive de tout, à un signifiant pétrificateur, sa famille. L'analyse de deux volets subjectifs cruciaux, Landru et les femmes, la sienne, sa maîtresse, ses victimes, et Landru et les hommes, ceux du monde judiciaire, les policiers, les juges, les avocats,
permet par ailleurs de distinguer d'autres repères stratégiques du sujet. Un véritable effet didactique caractérise ces deux livres, toutefois difficilement accessibles sans la maîtrise d'un minimum des codes de la psychanalyse. Le lecteur les referme avec une meilleure connaissance de certains points de doctrine rendus vivants, et ainsi compréhensibles au sens étymologique. Comme le note Freud à propos de Wilson dans sa préface, certifiée de sa main par sa fille, ce type de production littéraire crée chez l'auteur une émotion, un affect, au regard d'un personnage même exécré. Il écrit : une certaine sympathie s'éveilla, mais une sympathie particulière, mêlée de pitié, comme celle que l'on éprouve en lisant Cervantes pour son héros, le naïf chevalier de la Manche. Et finalement, en comparant les forces de l'homme et la grandeur de la tâche qu'il avait entreprise, cette pitié devint si irrésistible qu'elle domina tous les autres sentiments. Cette sympathie particulière, le lecteur la retrouve avec Cantor, et même Landru grâce à la qualité des écritures et à l'éclairage apporté au personnage par les lumières subtiles de la psychanalyse. Le livre du philosophe mathématicien Pierre Cassou-Noguès relatif à la folie de Gödel semble traiter du même thème. Toutefois, sa position d'auteur nettement en extériorité du sujet exclut la dimension émotionnelle. La sympathie particulière dont parle Freud semble bien être une caractéristique de l'écriture à propos d'un sujet, avec la psychanalyse. Figure littéraire non encore formée, elle tire l'éclairage psychanalytique vers l'art plutôt que vers la science. Landru, Cantor et même Wilson illustrent la dialectique des trois axiomes posés en préalable de la recherche, entre le sujet, son art ou son expertise, et le milieu, la culture, d'une époque. L'implication de la psychanalyse quant à Louis Kahn et Charles-Édouard Jeanneret, architecte, suivra les mêmes voies avec pour fondement la relation du sujet au signifiant, l'exploitation d'un matériel d'origine variée et un positionnement dans l'espace nosologique indépendamment de quelque qualification pathologique que ce soit. À rebours de l'expression freudienne d'une psychopathologie de la vie quotidienne, il s'agira d'évoquer des logiques psychiques dans la vie quotidienne de sujets normaux, et dans leurs œuvres, en tant qu'acteurs et produits dans la culture. L'éclairage singulier de la psychanalyse. Hervé Castanet, pour interroger le savoir de l'artiste et la psychanalyse, commence par un avant-propos, l'enjeu de la psychanalyse impliquée. Le savoir de l'artiste est généralement insu de lui-même et se retrouve dans son travail. Un décodage de ce savoir peut être initié avec la psychanalyse, comme Lacan le montre avec M. Duras. Manière d'implication de la psychanalyse sans convoquer l'artiste. Pour H. Castanet, la psychanalyse impliquée oblige à une rigoureuse politique des conséquences, soit que les artifices des semblants et les constructions de simulacres ne peuvent faire l'économie d'un réel à l'œuvre. Ce réel est cause. Mots, images, concepts en sont des traitements. Il évoque les productions d'artistes, littéraires ou picturales, où l'implication de la psychanalyse s'attache aux traces d'un réel chez les sujets, inscrits dans les œuvres, en position de cause. Le sujet lui-même, l'artiste, est l'arrière-plan de son œuvre. En 1976, Lacan impliquait la psychanalyse, plus directement, avec Joyce qui le fait rêver, de trouver une façon aisée de le présenter. Que Joyce m'ait fait rêver de fonctionner comme ça doit avoir une valeur d'ailleurs plus facile à extraire puisque comme je l'ai dit, il suggère à n'importe qui qu'il doit y avoir un Joyce maniable. Il suggère ça du fait qu'il y a la psychanalyse, et un tas de gens se précipitent sur cette piste. Mais ce n'est pas parce que je suis psychanalyste, et du même coup trop intéressé qu'il faut que je me refuse à l'envisager sous ce jour, car il y a quand même là quelque chose d'objectif. Œuvre du sujet et sujet de l'œuvre dessine indissolublement l'espace aléatoire de l'implication de la psychanalyse. Étymologiquement, impliquer porte un sens logique en mathématiques, attestation 1641, ou signifie mettre en cause en accusation 1611, ou entraîner dans une situation compliquée 1596. Impliquer la psychanalyse dans l'approche de deux personnages, ce n'est ni la mettre en cause ni en faire une logique du sujet, c'est bien l'entraîner dans une situation compliquée, que l'on reformulera en 2013 en situation complexe. Il n'est pas question ici de développer le concept de la complexité, enjeu majeur de l'évolution des structures et modes de pensée du XXIe siècle, de renvoyer à Jacques Monod, Ilya Prigogine ou Benoît Mandelbrot et aux théories du chaos ou à l'indécidable Gödelien. On se contentera d'une citation de Pascal souvent évoquée par Edgar Morin.
toute chose étant causée et causante, aidée et aidante, médiate et immédiate, et toutes s'entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus diverses, je tiens pour impossible de connaître les parties sans connaître le tout, non plus de connaître le tout sans connaître les parties. La complexité évoque un réseau maillé où les choses s'articulent et interagissent à l'infini selon des protocoles maîtrisés et non maîtrisés par les savoirs. Nécessairement, en tout domaine, la part des savoirs est incommensurable au non-savoir. L'implication de la psychanalyse renvoie à l'élaboration d'un niveau de complexité spécifique dans l'approche du sujet. Elle ne peut en aucun cas être un simulacre d'analyse et reprendre les figures de la cure. Le sujet porte un réel dont la psychanalyse peut saisir quelque chose en y appliquant ses concepts. Sa vérité est certes inconnaissable, toutefois la présentation rêvée par Lacan pour Joyce suggère la pertinence de l'élaboration de dispositifs de mise en lumière de physionomie psychique. Pour l'étude des trajectoires de Louis Kahn et C.E. Jeanneret, il s'agira d'impliquer les savoirs de la psychanalyse en tournant vers ces objets le petit observatoire évoqué par Leroy-Gourhan. Les 3 axiomes posés comme cadre aideront à extraire les occurrences, les événements, les anecdotes, les faits, les témoignages, les productions, sensibles à l'éclairage de la psychanalyse hors cure et permettront d'initier son fonctionnement. Investigation de l'ordre d'une enquête policière, visant à apporter des indices et non des certitudes jusqu'à sa conclusion de la recherche. Dans ce contexte, les éclairages alimentés par la psychanalyse n'introduiront à la lecture des édifices tangibles, créés, qu'après avoir été portés en amont sur l'élaboration du sujet architecte saisi comme cause d'une architecture. Le verbe éclairer apparaît au XIIIe siècle dans le sens d'apporter de la lumière, mais aussi de faire comprendre. L'éclairage des 2 architectes avec la psychanalyse empruntera aux 2 acceptions du signifiant éclairé. Il contribuera à une forme de mise en lumière des sujets, laquelle permettra de faire comprendre une part de la vérité de leurs œuvres. Dans une première partie, on cherchera à qualifier des sources subjectives cruciales en tant que sources de l'architecture pour Louis Kahn et Le Corbusier. Quels sont les lieux susceptibles de fournir des indices ? 3 terrains d'enquête seront distingués. 1. Le roman familial. 2. Le temps de la formation et des voyages initiatiques. 3. Les écrits fondamentaux. La deuxième partie, l'architecture, sera consacrée à la présentation d'objets tangibles, c'est-à-dire des édifices, et des projets restés sous forme de plans et de maquettes, figurant l'architecture comme ordonnance d'une construction. À partir de la genèse de ces objets, il s'agira de caractériser des praxis, l'architecture comme art de bâtir, fondé sur les singularités subjectives de Louis Kahn et Le Corbusier. L'objectif de la recherche sera atteint dès lors que les éléments soutenant une identification partielle de leur profil subjectif entreront en résonance avec les objets de leur production. Dès lors que surgira une version inédite de la lecture de leurs œuvres, l'hypothèse de l'efficacité d'un observatoire impliquant la psychanalyse aura alors été vérifiée. Au-delà des architectures de Louis Kahn et Le Corbusier, avec la psychanalyse, il s'agira de mettre en exergue certains enjeux essentiels liés à l'architecture comme fondatrice des espaces inéluctables des vies individuelles et sociales. Première partie, aux sources de l'architecture. 1.1 Élaboration subjective et formation. Préambule. Avec son article de 1920, repris en 1921 et 1925, au-delà du principe de plaisir, Freud cherche à caractériser la manière dont la vésicule vivante se tient dans le monde. Il distingue un intérieur et un extérieur de l'être naissant, soumis à des excitations. Ce petit fragment de substance vivante est plongé dans un monde extérieur chargé des énergies les plus fortes et il succomberait sous les coups des excitations qui en proviennent s'il n'était pourvu d'un par-excitation qu'il acquiert ainsi. Sa couche la plus superficielle abandonne la structure propre au vivant, devient dans une certaine mesure anorganique et fonctionne désormais comme une enveloppe ou membrane spéciale qui tient l'excitation à l'écart. Les énergies du monde extérieur ne peuvent ainsi transmettre un fragment de leur intensité aux couches voisines qui sont restées vivantes. Celles-ci peuvent alors, derrière le par-excitation, se consacrer à la réception des sommes d'excitation qu'il a laissées passer. En introduction de cette partie de son article, Freud tenait à préciser : ce qui suit est spéculation,
une spéculation qui remonte souvent bien loin et que chacun, selon ses dispositions personnelles, prendra ou non en considération. C'est aussi une tentative pour exploiter de façon conséquente une idée, avec la curiosité de voir où cela mènera. Cette idée est l'existence d'un l'au-delà du principe de plaisir, cause d'une résistance à l'interprétation des symptômes, manifestés par la compulsion de répétition. Il développera sur cette base la distinction entre pulsion de vie, pulsion sexuelle, et pulsion de mort, pulsion du moi. Les unes poussent à la poursuite et à l'expansion du vivant, les autres à son blocage et au retour à un état antérieur. Nous retiendrons de cette spéculation aux effets profonds sur la théorie psychanalytique, l'idée d'une distinction entre excitation, stimulation, perception extérieure et intérieure à l'être. On prolongera la spéculation en soulignant l'existence d'interactions entre les unes et les autres. Le bouclier opposé aux énergies extérieures n'est pas totalement efficace. Il laisse passer des excitations venues d'un lieu appelé par les sociologues de l'urbanisme l'espace social. Ramené à l'expérience de chaque sujet il devient son espace vécu singulier, constitué, d'un contexte de formes matérialisées dans lesquelles s'exercent des pratiques sociales, dont le langage. Tout sujet est assujetti à chacune de ces instances et les vit en relation avec sa propre configuration psychique. Agoraphobie par exemple, versus transport extatique sur la place du Vatican. Les enfances de Louis Kahn et Le Corbusier et le temps des premières influences vers le sujet architecte se sont déroulées dans des milieux spatiaux, culturels et sociaux radicalement différents. Ils ont intériorisé des sons, des images, des couleurs, des formes, des ambiances, des mots et des choses. Impossible à attester de manière péremptoire, ils peuvent cependant être aperçus grâce à l'évocation des espaces sociaux qui furent les leurs, et possiblement retrouvés dans des traits d'architecture. De son côté, le mythe oedipien préside aux ébranlements et aux stimuli intérieurs, à l'élaboration d'un sujet. En posant l'architecture comme une praxis singulière et ses résultats tangibles, dans le monde, disposition, ordonnance d'un édifice, comme effet du sujet, le passage par un éclairage des triangles oedipiens, kahniens et corbuséens s'impose, tout comme l'évocation des complexes familiaux. 1.1. Les empreintes de l'espace social. Entre horlogerie et montagne. Images de ville. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial en juin 2009, la ville de La Chaux-de-Fonds située en Suisse dans le canton de Neuchâtel représente la forme la plus achevée d'un urbanisme associé à une technologie de pointe de la période 1850 à 1950. Mécanique de haute précision, l'horlogerie a fondé là un espace urbain spécifique, qualifié d'urbanisme horloger, dans le dossier proposé à l'UNESCO par les autorités helvétiques. Caractéristiques relevées par Karl Marx dans le Capital en 1864. Il décrit La Chaux-de-Fonds comme einzige Uhrenmanufaktur, c'est-à-dire en français, seulement totalement fabrique de montres. Ville-fabrique, La Chaux-de-Fonds est une machine à produire selon un processus complexe associant une grande variété de savoir-faire très spécialisés pour une production socialisée. La Chaux-de-Fonds, que l'on peut regarder comme une seule manufacture, livre chaque année 2 fois autant de montres que Genève, note Marx, soit 160 000 unités. Selon Jacques Goebler, l'industrie suisse produit au début du XXe siècle 90% de l'horlogerie mondiale et en 1914, La Chaux-de-Fonds seuls les 3/5, soit 55% de la production mondiale. La ville-fabrique est un espace physique et social structuré par son activité économique, dont la forme procède des canons de la modernité de son temps. En 1794, un incendie ravageait totalement le petit village historique reconstruit à l'identique. Il demeure sans histoire jusqu'à l'explosion horlogère dont les effets urbains se font encore sentir malgré la crise radicale des années 1970. Pour accompagner la croissance de la population, 6 000 H en 1825, 12 600 en 1850, 23 000 en 1880, 37 800 en 1910 et 37 000 en 2000, la municipalité décide de réaliser un plan d'extension. Il est établi en 1834 par l'ingénieur Charles-Henri Junot, 1795 à 1843, et produit la seule ville de Suisse assujettie à un plan en damier. Ce type de plan très répandu dans l'Antiquité a été diffusé largement en Europe par les Romains.
Ils établissaient leur ville-colonie selon deux axes, nord-sud, le Cardo et est-ouest, le Decumanus. Parallèlement à ces deux axes, en position centrale, le développement se fait par l'adjonction de voies dans les 4 orientations cardinales, en fonction des besoins et des contraintes du terrain. Plan très souple, il est particulièrement adapté aux villes en croissance rapide et aux exigences hygiénistes de l'urbanisme du milieu du XIXe siècle. Mis en place en 1811 pour faire face à l'afflux d'immigrants, le plan de Manhattan est le paradigme de cette forme urbaine dans sa version de l'ère industrielle. C'est nettement un plan d'ingénieur qui produit des villes d'angle droit. Le vocabulaire urbain est réduit au minimum. Pas de places, de carrefours complexes, d'esplanades, de ruelles. Cependant, avec le temps, le contenu des cases du damier étant très libre, peuvent émerger beaucoup de diversité et une grande qualité urbaine. La Chaux-de-Fonds, ville d'angle droit par son plan, fonde aussi sa singularité sur sa dimension horlogère. Les impératifs de production induisent les formes architecturales et urbaines. Les îlots définis par le carroyage des voies, les cases du damier, sont rectangulaires afin d'accueillir des immeubles de faible épaisseur 8 à 12 mètres et de longueur variable de 30 à 40 mètres. Ils sont occupés par des logements, et en partie haute par des ateliers. Ce principe des îlots neutres, identiques dans leur forme géométrique, se retrouve tel quel dans les propositions et les grands projets urbains de Le Corbusier. Les artisans de l'horlogerie, hautement qualifiés, sont très recherchés, et qu'ils travaillent dans leurs propres ateliers logements ou dans de petites fabriques, leur activité exige un excellent éclairage. D'où l'étroitesse des immeubles dits traversants, c'est-à-dire offrant des sources de lumière depuis les deux façades. Ils sont implantés en bande perpendiculairement aux lignes de pente des deux versants de la vallée, constituant le site de la ville. Vue de haut, elle ressemble à une grande gare de triage remplie de trains stationnés en parallèle. Les ateliers collectifs sont identifiables par leurs alignements de fenêtres en bandeaux horizontaux, de plus en plus vitrés avec le temps. La Chaux-de-Fonds, caractérisée par sa structure, l'est aussi par son extrême modernité et son corps social. Un réseau électrique y est mis en service dès 1896, quelques années avant les principales villes suisses, pour alimenter des machines-outils de haute précision et les logements. La grande pollution des villes industrielles y est inconnue et l'espace social ignore la ségrégation. Les maisons des patrons sont intégrées à l'habitat ouvrier et au lieu de travail. La division très poussée des tâches puis le regroupement des pièces pour le montage des montres exigent une grande facilité de circulation dans la ville, obtenue grâce à son plan et à la largeur des voies. Enfin, le haut niveau de revenus de la population permet la création d'équipements et de services dans les domaines de l'art et de la culture liés notamment à l'horlogerie. Dès les années 1850, les patrons de l'industrie horlogère comprennent qu'aux innovations technologiques ils doivent adjoindre à leurs produits une qualité particulière de l'ordre de ce que nous appellerions aujourd'hui le design. Aussi crée-il, en 1870, une école spéciale d'art appliqué à l'industrie dans le but de disposer de personnel capable d'associer haute technologie et haute esthétique. C'est dans cette ville au climat rude du Haut-Jura suisse, logée dans une vallée située à 1000 mètres d'altitude, marquée par la modernité technologique et urbaine mais aussi par un art particulier, l'art industriel, que naît au 38 rue de la Serre, le 6 octobre 1887, Charles-Édouard Jeanneret, future figure internationale de l'architecture connue sous le nom de Le Corbusier. Le noyau familial est constitué d'un père artisan émailleur, Georges-Édouard Jeanneret-Gris, d'une mère pianiste, Marie-Charlotte Amélie Perret, de deux fils, Charles-Henri Albert né le 6 février 1886 et Charles-Édouard. Pauline, sœur aînée du père, vit avec la famille. Très pieuse, d'un caractère enjoué, elle accroît cependant le sérieux calviniste ambiant. Le calvinisme imprégnait toute la population de la Chaux-de-Fonds et même si le père de Charles-Édouard note chez son fils, dans son journal du 9 janvier 1909, la modification complète de ses croyances et de sa foi, cela ne gomme pas l'effet d'une enfance totalement vécue dans l'ascèse intramondaine propre au calvinisme, décrite par Max Weber. Une empreinte primordiale. Albert de 20 mois, l'aîné d'Édouard, occupait vraisemblablement beaucoup sa mère qui avait 27 ans à sa naissance. Les relations entre les frères resteront toujours empreintes d'une certaine rivalité fraternelle inscrite cependant dans le cadre d'une affection constante, affichée et partagée entre les membres de la famille.
Le jeune Édouard a des problèmes de santé dans sa petite enfance qui le suivront toute sa vie. Notre petit Édouard a de violents accès de toux qui le secouent affreusement, note son père en mai 1893. D'un caractère plutôt rebelle, il sera un excellent élève jusqu'à l'école élémentaire, où ses performances faibliront, tout en étant toujours surclassé par son frère aux yeux de ses parents. Ainsi, durant l'hiver 1894, rapporte-t-il fièrement un très bon bulletin à la maison que son père conclut, Albert est premier et Édouard troisième. Et le 12 janvier 1899 il écrira dans son journal, Albert nous fait grand plaisir tant dans ses études musicales que dans celles scolaires. Son frère est aussi parfois un bon enfant intelligent, mais avec un caractère difficile, peu endurant et révolté. Il nous donne parfois des inquiétudes motivées. Entre la naissance d'Édouard et 1900, les notes du père font régulièrement état d'une certaine déception vis-à-vis de son fils. Quant à Albert, toutefois handicapé par un bégaiement très prononcé, il poursuit une carrière de bon élève et de bon fils, travaille le violon 6 heures par jour et se produit avec sa mère dans l'orchestre local. Plutôt que pour la musique, Charles-Édouard se passionne pour la lecture et passe beaucoup de temps à dessiner. À la fin août 1891, il n'a pas encore 4 ans quand il entre avec son frère pour 3 années, au jardin d'enfants de Melcolin, l'école enfantine frebellienne. En Suisse romane, entre 1860 et 1925, l'éducation préscolaire est relativement développée et marquée par l'influence de Friedrich Froebel, 1782-1852. Sa doctrine s'inscrit dans une filiation partant de Jean-Jacques Rousseau, dont la région garde en mémoire les passages lors de ses fuites de France dans les années 1760. Pestalozzi a exercé 21 ans à Yvernon, petite ville localisée au sud du lac de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds se situant à 15 km de sa rive nord-ouest. Froebel a passé quelques années dans l'Institut de Pestalozzi, et trouvé là le lieu de l'approfondissement de ses méthodes, diffusées ensuite dans la région. Elles seront appliquées dans une déclinaison singulière, engendrée par l'activité horlogère à la Chaux-de-Fonds. Melcolin affiche à l'attention des parents les objectifs de son établissement. Mel Louise Collin, ayant participé au cours normal frebellien de Neuchâtel, prévient les parents qu'à l'avenir son école répondra aux exigences de la nouvelle loi scolaire. Dirigée d'après cette méthode étudiée en vue de nos mœurs et appliquée à nos besoins industriels, rien ne sera négligé quant au développement intellectuel des élèves. Éducation intuitive et morale. Matériel Froebel. Été 1894, Édouard a 7 ans et participe à l'examen final d'une école dont les principes pédagogiques sont fondés sur l'activité de la main et du bras dans l'extrême précision, associée à un principe de formation autodidacte encadré par des règles strictes. Froebel accorde autant d'importance au toucher qu'à la vue et fonde sa pratique sur ce qu'il appelle des dons. Ce sont des volumes à manipuler. Le premier don est une petite balle de laine molle de 6 couleurs, le deuxième consiste en 4 volumes géométriques durs, une sphère, un cube, un cylindre et un cône. Les 4 dons suivants sont obtenus par la division et l'assemblage des volumes du deuxième don. La manipulation de ces corps se conjugue avec des supports constitués de surfaces, de lignes et de points. Curieusement, Froebel est un architecte raté. N'ayant pu suivre des études d'architecture, il devint géomètre forestier avant de s'adonner à la pédagogie. Pour lui, c'étaient les corps tridimensionnels qui s'imposaient en premier, raison pour laquelle ils devaient être appréhendés au début et non à la fin de tout parcours scolaire. Disposition pédagogique parfaitement cohérente avec l'exigence de dextérité imposée par l'activité horlogère.
Le jeune Édouard est tombé dans la géométrie comme système de formation dès le jardin d'enfants. La différence entre la méthode Froebel et les jeux de cubes et de volumes que manipulent pratiquement tous les enfants dans leur premier âge est la mise à l'écart de la spontanéité ludique, aléatoire, au profit d'un mode de formation d'ordre métonymique, une stéréométrie, où s'articulent dans une langue géométrique des volumes, des points et des lignes. Lac et pilotis. Adolphe Max Vogel développe longuement un deuxième item majeur dans la formation des enfants de la Chaux-de-Fonds, le mythe d'établissement lacustre préhistorique aménagé sur les bords des lacs suisses par de lointains ancêtres celtes. C'est durant l'été 1854 que Ferdinand Keller observa à Meilen, sur les bords du lac de Zurich, une série de piquets à demi décomposés, des vestiges d'outils de pierre et des poteries dont il fit état dans un mémoire immédiatement largement diffusé. Pour lui, ces traces, apparues à l'occasion de phénomènes climatiques ayant fait baisser extraordinairement les eaux du lac, signaient la présence d'habitations préhistoriques sur le site. Ce fut le début d'une véritable fièvre lacustre dans toute la Suisse. On qualifia alors ces vestiges de construction lacustre ou palafite. En archéologie, le terme palafite s'applique à des vestiges d'habitation lacustre du néolithique et de l'âge de bronze, il vient de palafita, mot italien signifiant pilotis lui-même issu du latin pala ficta, poteau façonné. L'engouement pour la préhistoire lacustre dépassa ensuite largement les frontières suisses. Napoléon III lui-même s'y intéressait, et les autorités helvétiques purent présenter à l'exposition universelle de 1867 à Paris entre mai et novembre une sélection d'antiquités lacustres. Cette exposition, l'apothéose du Troisième Empire, organisée essentiellement dans un gigantesque bâtiment érigé sur le Champ de Mars, était vouée aux technologies de pointe. Mais elle accueillait aussi l'expression d'un véritable mouvement culturel de résonance internationale, avec la présentation des palafites suisses. Ce mouvement s'exprima fortement durant toute la fin du XIXe siècle avec une période de représentation par maquette bientôt réalisée en grandeur nature, et comme point d'orgue un village lacustre érigé au pied de la Tour Eiffel à l'occasion de l'exposition de 1889. Cela donne une idée de la puissance de ce courant culturel, dont une expression s'impose au pied du plus grand monument du monde au moment même de son inauguration. La catégorie des lacustres constitua jusqu'aux années 30 une branche robuste de l'art pictural en Suisse mais aussi dans toute l'Europe. Selon Vogel, on pouvait voir jusqu'en 1929 à la Sorbonne un grand tableau de Paul-Noël Jamin sur ce thème, et en 1925 Alexandre Giraud, né 2 ans avant Édouard Jeanneret, vivant au Locle, ville jumelle de la Chaux-de-Fonds, réalisait un dernier grand triptyque de grande notoriété, Fantaisie lacustre. À l'automne 1894, Édouard Jeanneret entrait à l'école élémentaire de la ville où enseignait Paul Jacquet dont la passion pour l'éducation et la préhistoire avait abouti à inscrire au programme des élèves, dès les premières années, l'histoire des colonies lacustres. Le cadre général d'enseignement obligatoire du canton de Neuchâtel, bien avant les autres cantons suisses, prescrivait dès 1890 que les jeunes élèves devaient aborder les populations lacustres, dit Vico, les Romains en Helvétie. Aussi dès son arrivée dans cette école, il sera immergé dans l'imaginaire des cités lacustres dont les racines mythiques plongent dans l'histoire européenne. Ce mythe est associé à celui du bon sauvage cher à Montaigne, Voltaire et Diderot, comme aux exigences du contrat social de Rousseau qui dans le Jura suisse avait laissé une forte empreinte quant aux principes pédagogiques. Imaginairement, les cités lacustres sont produites par une civilisation déjà sophistiquée dans son organisation sociale et technique, mais aussi constituée d'hommes vivants avec la nature. Les livres scolaires, en particulier La Patrie, collection destinée aux écoles primaires, sont largement illustrés de palafites, mais aussi les calendriers, les journaux. L'illustration dessinée par Ferdinand Keller dans le mémoire de 1854 devient même une véritable image symbolique, un signifiant de la nation suisse. En 1862, Élisée Reclus lui-même écrivait « C'est la nation lacustre qui, pendant 20 siècles peut-être, a préparé notre sol pour la civilisation qu'il porte aujourd'hui. » Si l'expression artistique du thème s'est tarie dans les années 30, le débat archéologique a duré jusqu'en 1970 où la communauté scientifique a définitivement enterré la civilisation des palafites. Mais comme les mythes ne meurent pas, les musées suisses organisent toujours des expositions sur les découvertes lacustres.
Au XXIe siècle, il est difficile de se représenter l'impact du mythe des civilisations palafites dans l'Europe de la fin du XIXe et du début du XXe. Il s'agit d'un imaginaire de l'ordre celui du western, dans tout le milieu du XXe, dont l'impact est inévitable sur chaque sujet parlant. Chacun en fait un usage singulier, mais aucun n'y échappe totalement. La montagne. Georges-Édouard Jeanneret, né en 1855, avait 32 ans à la naissance de Charles-Édouard, et 37 ans lorsqu'en 1892 il abandonna la présidence du Club alpin des aventuriers. À cette occasion, il remit à chacun de ses enfants un petit livre illustré, Mes vacances 1887 à 1892. Y étaient reproduits 5 comptes rendus de courses en haute montagne conduites par lui-même, alpiniste chevronné. L'abandon de ses responsabilités de président coïncidait avec l'aggravation de ses problèmes professionnels. Les cadrans de montres émaillés artisanalement étaient concurrencés par des fabrications nouvelles, mises en œuvre avec des méthodes photographiques notamment. Ce qui était jusqu'alors œuvre artistique d'artisan, devenait objet de production en série. Georges-Édouard refusa cette évolution technologique et maintint sa pratique d'émailleur contre vent et marée, avec comme conséquence la dégradation permanente de l'activité de son atelier qui fut détruit par un incendie le 4 octobre 1911. Il poursuivit son travail jusqu'en décembre 1918. Pendant 30 ans, Charles-Édouard assista impuissant à la dérive professionnelle d'un père de plus en plus mélancolique. À l'occasion de la célébration du 50e anniversaire du club alpin, en 1937, Édouard Wasserfollen rédigea une évocation de son ami et ancien président décédé en 1926, Georges-Édouard Jeanneret. Il y mit en évidence le double visage de l'alpiniste radieux et de l'artisan menacé, observé au cours d'une course à 2 dans le Valais, en 1893. C'est là que je commençais à connaître Georges-Édouard Jeanneret. Jusqu'alors son visage gris de fabricant de cadrans, cuit et recuit devant son four, ses propos habituels me l'avaient fait paraître morose, ses répliques souvent spirituelles, comme président, même les plaisanteries durant les bonnes soirées du vendredi avaient quelque chose d'un peu amer. Ici, devant ce glorieux rayonnement de sommet, il se révélait chaleureux, enthousiaste, poète, mais à voix contenue, sans éclat. Je compris alors ce qui le tourmentait. Son métier était menacé. Maximilien Gautier fait un peu le même constat en parlant du grand-père et du père de Charles-Édouard. L'un avait apporté ses soins à des cadrans couverts de fleurs peintes ou de paillons d'or, tandis que l'autre, sous l'impétueuse pression de l'acheteur, se trouvait contraint à un effort tout nouveau, réaliser des émaux impeccables et d'une blancheur parfaite. Monsieur Édouard Jeanneret, père présida en outre pendant de longues périodes le club alpin. Il aimait la nature jusqu'au culte, et bien qu'autodidacte, écrivait assez finement pour que ses récits d'ascension eussent été publiés, avec succès, dans les feuilles locales et le bulletin fédéral du club alpin. Le dimanche, il emmenait ses enfants et sa femme explorer, sac au dos, tantôt les gorges du Doubs, tantôt les montagnes environnantes d'où l'on dominait à la fois tout le plateau français et la chaîne des Alpes, du Tyrol au Mont-Blanc. Victime de la machine et amoureux de la nature, véritable héros des sommets, le père de Charles-Édouard présentait au sein de la famille une face lumineuse et une face sombre, dans une totalité de l'être subtil, spirituel, courageuse et mélancolique. Son passage au club alpin des aventuriers avait laissé une trace sur les sommets. Il avait, en 1890, conçu et construit à 2670 mètres d'altitude la cabane de la montagne d'Oberhalech. Ce fut un tel succès qu'on lui demanda 11 ans plus tard de réaliser un refuge construit sur le même principe à 3030 mètres sur le Grand Corbin. Le principe constructif consistait en 3 temps: préfabrication par un menuisier des éléments de base conçus par Georges-Édouard, montage à titre de test dans la vallée, puis transport des éléments et assemblage sur le site choisi. Il décrivit l'inauguration du refuge comme un grand poème vécu là-haut, sur le glacier d'Aletsch, pour une cabane construite pour ceux qui cherchent les émotions saines et pures, sans récompense autre qu'une intime satisfaction. Maximilien Gautier est le premier biographe de Le Corbusier. Il rédige ce texte sous le contrôle étroit de celui-ci, qui par son intermédiaire se met en scène lui-même, ainsi que les heurts et malheurs de sa carrière. Émotion partagée par Charles-Édouard lors des excursions familiales. Nous étions constamment sur les sommets, l'horizon immense nous était coutumier.
Lorsque la mer de brouillard s'étendait à l'infini, c'était comme la vraie mer que je n'avais jamais vue. C'était le spectacle culminant. Les vacances familiales avaient le plus souvent pour cadre le village de Natters, près de Brigue à l'est du lac Léman dans la haute vallée du Rhône. Le père organise de longues excursions en montagne et tient à ce que ses enfants connaissent la faune, la flore et le mode de vie des paysans du Valais. La prégnance familiale reste très forte sur les deux fils jusqu'à la fin de leur adolescence. Les leçons de botanique, de géologie et de climatologie étaient suivies de paisibles discours, plus abstraits mais non moins respectueusement écoutés, pour recommander le respect du prochain autant que celui de la justice. Dans la tradition valoise, les granges et les fenils étaient le plus souvent construits en bois et dégagés du sol avec des piliers en forme de cône coupé couronnés par un disque de pierre. Ce dispositif permettait de rattraper d'éventuelles pentes du terrain, mais aussi de mettre le fourrage, les légumes et d'autres nourritures entreposées à l'abri des prédateurs venus du sol. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.